Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons débattre. Nous allons débattre sur l'appellation d'une configuration de pièces à la sortie de l'ouverture que certains appellent la défense hippopotame et que d'autres nomment la méthode Ruiz. Et j'ai découvert une certaine crispation sur le sujet, sur Internet. Et oui, dans les commentaires de certaines de mes vidéos, j'ai pu voir des commentaires assez virulents sur l'appellation. Certains demandent à ce que ça soit nommé exclusivement défense hippopotame et d'autres, au contraire, me demandent de nommer cela exclusivement méthode Ruiz. Alors bon, moi, dans la playlist que j'ai créée sur ce type de partie, eh bien, j'ai mis les deux appellations. Mais j'essaie de comprendre pourquoi une telle virulence dans les propos, de telles revendications. Alors déjà, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre d'idées reçues. J'ai pu lire, parfois dans les commentaires de mes vidéos, mais également sur des forums, que cette méthode était jugée infaillible et qu'elle serait même interdite en tournoi. Alors bien sûr, c'est une vaste plaisanterie tout cela. C'est des fausses croyances. Bien entendu, rien n'est interdit en tournoi, aucune ouverture. Et si les meilleurs joueurs du monde n'appliquent pas cette méthode Ruiz, c'est tout simplement, ils pensent que ce n'est pas une configuration optimale. Bien que de très belles parties aient été jouées, que de temps en temps, on peut retrouver cette configuration de pièces. D'ailleurs, ensuite, dans la vidéo, je vais vous montrer une des plus belles parties sur cette défense hippopotame ou méthode Ruiz, selon qu'on l'appelle, eh bien, une des plus belles parties que j'ai pu voir. Mais revenons à notre débat. Alors, déjà, ce qui serait plutôt pour l'appellation de la défense hippopotame, et donc contre l'appellation de la méthode Ruiz, c'est que cette configuration de pièces a été jouée bien avant que Guillermo Ruiz ne développe et ne présente ce système d'ouverture. Il l'a fait dans les années 80, notamment pour battre des ordinateurs qui avaient alors un jeu assez stéréotypé et qui avaient du mal à réagir à ce système. Donc on a des parties et des joueurs qui ont pas mal joué cette configuration de pièces, bien d'avant les années 80. Et puis, toujours ce qui plaide en faveur de l'appellation de la défense hippopotame, c'est que, en fait, c'est un débat typiquement français. Par exemple, dans les forums anglophones, quand on fait des recherches en anglais, on ne trouve jamais cette appellation de Ruiz. Il parle toujours de défense hippopotame. Oui, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus être trop méprisant, parce que, finalement, on trouve des appellations différentes de certaines ouvertures selon les pays. Et puis, parfois, ce n'est pas l'inventeur d'un système ou d'une ouverture qui va être gratifié de l'appellation de cette ouverture. Par exemple, pour Maroczy et son célèbre étau de Maroczy, que l'on retrouve dans pas mal d'ouvertures avec ce système Maroczy, eh bien, c'est pas Maroczy qui l'a inventé. Il a même été confronté, lui, à cette position. Et il a fini par gagner d'ailleurs contre un joueur moins fort que lui, un joueur amateur. Mais il a trouvé un intérêt à ce système Maroczy. Et il l'a développé, théorisé. Et finalement, le nom lui est resté. Et donc c'est vrai que Guillermo Ruiz, alors moi j'ai pas lu son livre, mais c'est vrai qu'il a écrit un livre et qu'il a développé ce système, il l'a présenté, on ne peut pas dire qu'il n'a pas mis en lumière ce système. Alors peut-être parfois avec des arguments qui peuvent prêter à débattre, mais en tout cas, il l'a développé. Donc on pourrait très bien lui reconnaître cela. Donc voilà, il y a des arguments pour l'appellation de la défense hippopotame, d'autres pour la méthode Ruiz. Alors, après, chacun se fera son avis. Moi, je ne suis pas expert sur le sujet, je suis ouvert à toute discussion. D'ailleurs, si je crée cette vidéo, c'est parce que je m'interroge moi-même, que j'ai essayé de trouver des informations, que tout cela n'est pas très très clair. Et donc, si vous pouvez donner votre avis, apporter des informations complémentaires dans les commentaires de cette vidéo, eh bien, je les lirai et j'en tiendrai compte. Je prendrai en note toutes ces considérations pour ajuster mon opinion, mes avis et mes propos dans les prochaines vidéos. Alors, quelles sont les particularités de ce système? Là, on peut voir que les Noirs ont donc mis en place la méthode Ruiz ou la défense hippopotame contre un jeu classique des Blancs dans l'ouverture. Les Blancs se sont installés au centre, certes, ils ont un bon développement, ils ont roqué, mais les Noirs ont mis en place un double fianchetto. On peut observer
les pions sur la sixième rangée des noirs, A6, B6, D6, E6, G6 et H6, qui finalement contrôlent toutes les cases sur la cinquième rangée. Vous voyez ? Et certaines cases même, à mesure qu'on s'approche du centre, certaines cases sont même contrôlées 3 fois. Par exemple, la case C5 est contrôlée par 2 pions et le cavalier. La case D5 par le pion, le cavalier et le fou. La case E5 par le pion, le cavalier et le fou. Et la case F5 par les 2 pions et le cavalier. Donc c'est une position assez souple et à ressort des noirs, peut-être pas très ambitieuse au départ dans l'ouverture, mais qui peut faire déjouer l'adversaire. Par exemple, les poussées E5 et D5, déjà c'est des cases très bien contrôlées par les noirs, mais après tout les blancs aussi contrôlent très bien. Mais quand vous jouez l'une de ces deux poussées, vous allez ouvrir la diagonale d'un fou. Par exemple, sur E5, vous ouvrez la diagonale du fou B7. Et sur la poussée D5, vous ouvrez la diagonale du fou G7. Un autre problème qui peut survenir, c'est que lorsqu'on avance au centre, les noirs peuvent avoir la volonté de fermer le centre. Par exemple, si on pousse E5, les noirs peuvent contre-pousser par D5, chasser le fou, et finalement se servir du fait qu'ils n'ont pas le cavalier en C6 mais en D7 pour permettre au pion C7 d'évoluer par la poussée en C5. Parce qu'on sait que si le centre se ferme, et c'est le cas avec les blocages ici centraux, si le centre se ferme, eh bien le jeu se décale sur les ailes. Et il faut avoir des leviers de pions disponibles. Et si les blancs jouent D5, on peut avoir la même chose avec la poussée E5 qui repousse le fou, et plus tard, l'évolution par F5. Donc voilà un petit peu les particularités du système mis en place par les noirs. Alors moi je sais qu'avec les blancs, je préfère mettre un quatuor de pions, c'est-à-dire ne pas mettre les fous en C4 et en F4, mais plutôt au préalable mettre les pions en C4 et en F4. Essayer d'avoir un très fort contrôle du centre, parce que comme les cavaliers ne sont pas en C6 et en F6, les cavaliers ne nous attaquent pas le centre, et donc il y a moins de pression au centre qu'il pourrait y avoir dans d'autres ouvertures. Donc ça permet souvent d'aligner plus de pions au centre. Alors maintenant, nous allons voir une des plus belles défense hippopotame ou méthode Ruiz jouée par Anthony Miles, un joueur atypique, créatif et original. Et lui, ça ne lui faisait pas peur de faire de telles expérimentations dans les ouvertures. Je me souviens d'ailleurs qu'il avait gagné contre Karpov, l'ancien champion du monde Anatoly Karpov, alors même que Karpov était au summum de sa forme et de sa force. Anthony Miles avait gagné une partie avec les Noirs en jouant à 6 au premier coup. C'était un joueur très déstabilisant. Donc là, Anthony Miles a les noirs, donc il affronte Baburin, et le grand maître Baburin, avec les blancs, il ouvre avec le pion dame, D4. Et on va voir qu'Anthony Miles va mettre en place la configuration de pièces à la sortie de l'ouverture de la défense hippopotame, ou de la méthode Ruiz. Donc E6, C4, B6, A3, G6, cavalier C3, donc on va voir en place les doubles fianchetto, cavalier E7, cavalier F3, fou B7, ça y est, on a les deux fous ici en fianchetto, fou D3, D6, petit roc, cavalier D7, tour E1, H6, A3, A6. Voilà, ça y est. Donc on a bien le système mis en place. Alors les blancs continuent par fou E3, et là, Anthony Miles, ce qu'il fait, c'est très intéressant. Il va jouer G5, la poussée G5 des noirs. Ça me fait penser que j'ai déjà commenté une partie d'un fort joueur, et même d'un très fort joueur, de Carlsen, sur la méthode Ruiz ou la défense hippopotame. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus, qui vous donnera accès à la partie. Et si vous ne voyez pas le lien, ce qui arrive parfois, pour certains, eh bien, je mettrai ce lien dans les commentaires. Donc là, les noirs ont joué G5. Alors pourquoi ils jouent G5, les noirs? Eh bien, ça va être intéressant parce que vous allez voir qu'ils libèrent la case G6 pour leur cavalier. Et ça va être utile. Le roi noir, pour l'instant, il traîne au centre, mais le centre n'est pas ouvert, donc il peut, pour l'instant, traîner au centre. Les blancs ont joué tour C1. Et là, C5. Ça y est, Anthony Miles attaque le centre blanc. Baburin répond par la poussée D5. Certes, il enferme le fou B7, mais il libère le fou G7. Et il donne cette case 5 au cavalier. Aux deux cavaliers d'ailleurs, au cavalier D7, mais également après cavalier G6, les deux cavaliers peuvent utiliser la case 5 et le fou surveillé. On va voir que les noirs vont même chercher à jouer cavalier D7 en E5 pour éliminer le cavalier en F3, installer le fou en E5 et pouvoir, pourquoi pas, continuer par l'arrivée du cavalier en F4. Alors Baburin a reculé le fou en C2,
Et là, en reculant le fou en C2, on peut se dire, bon, bah, c'est inoffensif comme coup. Mais en réalité, ça menace la prise en E6, avec l'idée que la dame pourrait ensuite s'emparer du pion D6, du pion arriéré. C'est pourquoi Anthony Malles joue dame E7 pour venir défendre préventivement ce pion de 7. Dame D2 est jouée pour libérer la case D1, amener l'une des deux tours et créer toujours une menace sur D6 dès qu'on prend en E6. Alors là, Anthony Malles, ça fait petit roc. Alors, bon, tour CD1, on menace la prise en E6, puis la prise en D6. Et regardez ce que fait Malles, il joue cavalier E5. Il méprise pour l'instant les attaques sur son pion D6. Et Baburin ne va pas essayer d'aller chercher le pion D6. Il va faire cavalier prend. Donc du coup, ça permet au fou de prendre et le fou viendra aider la dame à la défense de D6. Alors que se serait-il passé si Baburin avait pris en E6 ? Eh bien, certainement que Malles aurait d'abord échangé en F3 pour briser le roc blanc. Puis, le coup fou E5 défend le pion D6 et le fou se place agressivement contre le roi blanc. Et même s'il y a l'échange en F7, on voit que c'est les noirs qui dominent la position. Les blancs ont certes un pion de plus, mais ils ont surtout tous les problèmes. On voit que la colonne F est sous coupe réglée des noirs, avec l'attaque ici du pion en F3. La case F4 est également aux mains des noirs, le fou, le cavalier, les pièces lourdes et même le pion contrôle. Ça va être très dangereux pour le roi blanc qui aura du mal à avoir des renforts d'ailleurs. Parce qu'on voit que le complexe un peu figé E4, F3, F2, ce complexe de pions, gêne l'arrivée des pièces blanches en défense. Alors que les pièces noires, ils attaquent très facilement dans la position. On pourrait même avoir des cavaliers H4 qui arrivent d'ailleurs pour aller prendre le pion F3 en faisant des fourchettes. Donc dans la position, ici, après cavalier E5, Baburin ne va pas s'aventurer à essayer de gagner le pion D6 en prenant en E6. Il va prendre en E5. Mais du coup, le fou reprend, avec la défense de D6. Alors là, Baburin, il va remettre son fou en D3. Il était en D3 tout à l'heure, il y a eu un va-et-vient de fou, mais il faut comprendre qu'il avait reculé le fou en C2 pour essayer de créer une menace sur D6 qui n'a pas marché. Donc il va remettre le fou en D3, parce qu'il a la volonté en réalité de jouer le cavalier en A4, pour aller attaquer. Mais il ne veut pas que le pion puisse aller en B5. Donc il va jouer d'abord fou D3, pour que le fou aide le pion à surveiller la case B5, et ensuite jouer cavalier A4 pour s'emparer du pion en B6. Bon, dame F6 a été joué, cavalier A4, et là tour B8. Donc Anthony Malles laisse le pion B, avec l'idée de contre-attaquer d'ailleurs sur la colonne B, d'ouvrir la colonne B. Donc cavalier prend B6, fou C8 avec ouverture de la colonne B. Le cavalier vient en A4, retourne en A4 pour défendre. Fou D7 attaque le cavalier qui vient en C3, et tour B3. Et donc là, la tour noire s'infiltre dans la position blanche. C'est vrai que les blancs ont un pion de plus, mais voyez qu'ils ont une position plus passive. Et bientôt, l'autre tour va venir en B8 se doubler. Le pion B2 est moribond ici. Alors tour B1, tour B8, les noirs sont vraiment à l'attaque, avec une pression sur la colonne B et sur la grande diagonale noire, un peu comme dans le Gambit-Benko, pour ceux qui connaissent. Alors ici, comment a réagi ici Baburin? Il a joué cavalier D1 pour soutenir toujours B2, pour tripler les défenses sur B2. Les noirs prennent en D5. Et là, les blancs sont obligés de reprendre du pion, parce que s'ils reprennent, enfin du pion C4, parce que s'ils reprennent du pion E4, il pourrait y avoir une combinaison pour les noirs ici. Celle de prendre le fou, sacrifier la qualité contre le fou de case blanche, et après, utiliser le fou de case blanche pour venir en F5 et faire l'enfilade dame-tour. Et ça gagne du matériel pour les noirs, c'est totalement gagnant. Donc, quand les noirs prennent en D5, il faut laisser le pion E4 où il est, et c'est une reprise du pion C. Cavalier F4, fou prend. Et là, vous reprendriez comment en F4? Ça m'intéresse, ça. Essayez de réfléchir un petit peu. Alors, rien de tactique immédiatement, mais au niveau de la stratégie ici, vous reprendriez comment? Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour réfléchir tranquillement, et après on en discute. À tout de suite. Alors, ici, bien sûr, il est possible de reprendre du fou, mais c'est du pion que Malles a repris. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Il reprend du pion, avec la volonté, pourquoi pas, de jouer F3, pour aller casser le roc, casser le pion G2, essayer de s'emparer du pion H3, après libérer également la diagonale du fou, mais la reprise du pion ouvre également la colonne G,
avec l'idée que les pièces blanches sont plus confinées, ont moins d'espace, et que le roi noir peut se décaler pour libérer la colonne G et laisser les tours arriver, avec beaucoup plus de pièces noires capables d'attaquer le roc blanc que de pièces blanches capables de le défendre. Alors fou C2 a été joué, attaque la tour, et là, que joue Miles? Alors là, par contre, ça va être tactique comme décision. Qu'est-ce que vous joueriez ici avec les noirs? Alors je vous invite une nouvelle fois à mettre la vidéo sur pause, à tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Ici, Miles, il sacrifie, tour prend H3. Magnifique. Tour prend H3. Il veut définitivement ouvrir la colonne G. Difficile de ne pas prendre d'ailleurs avec les blancs, parce que si les blancs ne prennent pas, la dame va arriver en H4, avec des menaces de rentrer en H1 et de mater. Donc Baburine y prend. Il a une tour de plus. Mais regardez, roi H8 arrive. Et bientôt, la tour va arriver. Le fou va pouvoir prendre. La dame également peut arriver. Le pion peut également se joindre à la fête et libérer le fou. Et le roi blanc est aux prises avec toute l'armée noire, en fait. Alors les blancs jouaient F3. Ils essayent de pouvoir ouvrir et défendre latéralement sur la deuxième rangée. Ils ne pouvaient pas défendre le pion H3, de toute façon. Parce que sur roi H2, il y aurait F3 qui libère le fou qui attaque le roi. Donc le roi aurait été décollé de la défense du pion H3, quoi qu'il arrive. Donc après roi H8, c'est F3 qui a été joué. Et la tour G8 échec. Alors que faire par rapport à l'attaque de ce roi? Bon, si on vient en H2, il a été en H1 dans la partie. Si on vient en H2, certainement que la dame vient en H4, attaque ici le pion H3, menace mat, en fait, dame prend H3 mat. Et c'est pas facile à défendre. Si le cavalier vient en F2, la dame du coup défend plus la deuxième rangée, et on va pas voir jouer dame G3 échec, et après mater en G2. Donc c'est pour ça que sur tour G8 échec, le roi a plutôt été en H1. Il aurait pu aussi essayer de fuir et de partir en F2 ou en F1. Mais par exemple, si le roi va en F2, bon, en F1, il y aurait certainement eu fou prend H3 échec. Et s'il va en F2, on peut poursuivre par dame H4 échec, roi E2, tour G2 échec, et ça va gagner au minimum la dame. Même si le cavalier vient, on peut doubler les prises. De toute façon, ça va gagner la dame. Donc dans la position, après tour G8 échec, le roi est venu en H1. Et dame H4. Abandon. Abandon de Baburine, ici. Donc il y a l'attaque du pion en H3. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si la dame vient en H2 pour défendre, ça perd la tour. Si le roi vient en H2, bah, ça fait dame prend H3 mat. Hein. Il y a le fou, on l'a dit. Si la tour vient en G1, on peut faire dame prend H3 échec, ramener la dame en défense, mais dame prend F3 échec. Sur dame G2, bah, la tour pourrait prendre, et sur tour G2, un joli fou H3. On triple les attaques contre la tour qui est clouée, et il n'y a pas de possibilité de la défendre. Donc il n'y a pas de défense possible sur l'arrivée de la dame en H4. Donc vous voyez, Anthony Miles, dans cette partie, a fait totalement déjouer l'adversaire avec sa méthode Ruiz ou sa défense hippopotame. Et il y a eu des belles décisions quand même, notamment quand le cavalier vient en A4, ne cherche pas du tout à aller défendre le pion B6 en retournant avec la dame. Il va jouer tour B8, accepter la perte du pion pour libérer la colonne B. Vous voyez, donc ça c'était intéressant. Et puis après, ce qui m'a beaucoup plu évidemment, après cavalier D1, donc prise en D5, la prise en D5, cavalier F4, fou prend, c'est cette reprise du pion G, bien joué, pour ouvrir la colonne G, préparer l'attaque contre le roi blanc, en décalant le roi et en ramenant la tour en G8, et sur fou C2, le magnifique tour prend H3. Tour prend H3, pion prend, et roi H8. Il faut arriver à faire ça, penser au sacrifice de tour en H3 et au petit pas de côté du roi qui va permettre d'attaquer sur la colonne G. Et là, plus de défense possible pour les blancs dont leurs pièces sont placées maladroitement et qui n'ont pas les moyens défensifs suffisants pour lutter contre l'invasion des noirs à l'aile roi et l'attaque sur le roi blanc. Alors voilà, je suis bien curieux de voir ce que vous allez laisser dans les commentaires, de lire vos commentaires, parce que je pense que c'est un sujet qui va faire réagir, mais il faut essayer de ne pas être virulent, de respecter les avis de chacun, de présenter ses arguments, et puis ça va permettre de nous faire évoluer, de me faire évoluer, de mieux comprendre finalement l'historique
de cette configuration de pièces, comment doit-on l'appeler. Ça va permettre un peu d'éclaircir tout ça. Voilà, eh bien, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!